5, 4, 3, 2, 1. عسبتكم bonjour à tous merci beaucoup اللي انتم بحضنا اليوم في النهار الاخير من l'édition رقم 12 la 12e édition de Enactus Tunisia et la compétition nationale qui vous est présentée par Konrad Adenauer Stiftung. Je me présente انا زينب ملكي كنت معكم على النهارين اللي تعداو وفرحانه برشا اللي مازالت موجوده بحذاكم في النهار الاخير pour la finale les résultats اللي يستناو فيهم الناس الكل من بعد شويه. Je présente des émissions à la radio, à la télé et je suis aussi créatrice de contenu sur le digital وفرحانه وفخوره برشا نعاود نفكر كل مره اللي انا associé الاناكتس تونيزيان. بعد شويه vous allez assister aux awards de la finale كيف ما قلت الناس الكل يستناو فيهم دونك من بعد vous aurez les résultats. Mais avant tout ça كيف ما عودناكم un panel de qualité اليوم et de prestige. فرحانه برشا اللي هو اليوم باش نجموا نحضروا عليه الناس الكل وانتم اللي قاعدين تتابعوا فينا على الباج فيسبوك اناكتس تونيزيا. اسمه l'avenir économique de la région, quelle perspective pour les jeunes. Ça vous concerne directement, donc je vous invite باش تسمعوا بالكدا كيف ما قلت اليوم عندنا des invités de prestige. Madame Wided Bouchamaoui, présidente du COPIL du sommet des deux rives, prix Nobel 2015 je rappelle, et ancienne présidente de l'ETICA. Monsieur Farid Belhaj, vice-président du groupe de la Banque mondiale par la région MENA. Monsieur Alexandre Rattel, président du comité des conseillers du commerce extérieur de Tunis et vice-président de la Chambre tuniso-française de commerce et d'industrie. Monsieur Thomas Folk, directeur du programme régional de dialogue politique en Méditerranée du Sud, Konrad Adenauer Stiftung, et Monsieur Khaled Bouchoucha, founder and CEO de Eris Technologies. Tout ce beau monde, bien sûr, et ce panel sera modéré, et on est très content, bien sûr, de l'avoir avec nous, Huneya, au studio, Monsieur Abdelaziz Darrouth, chairman d'Enactus Tunisia. C'est Abdelaziz, le mot est à vous, je vous en prie. Merci beaucoup. Quelle présentation, waouh! Eh ben, aujourd'hui, on a des invités de prestige. Je vous dis bienvenue à toutes et à tous, à tous ceux qui sont en live aujourd'hui, étudiants, professeurs, parents, élèves, tous ceux qui veulent savoir qu'est-ce qui va devenir de notre région. Alors, la réflexion aujourd'hui sur l'avenir économique de la région méditerranéenne et quelles perspectives pour nos jeunes, que ce soit du nord ou du sud. Nous avons 90 minutes pour débattre, mais surtout trouver de nouvelles pistes de réflexion avec nos éminents experts et aimables invités. Madame Wided Bouchamaoui, Monsieur Farid Belhaj, Alexandre Rattel, Thomas Volk et Khaled Bouchoucha. Alors, suite aux changements vécus ces 10 dernières années, entre soulèvements au sud, manifestations au nord, les multiplications des mouvements extrémistes, la crise économique, la crise écologique, la crise migratoire et puis une super crise sanitaire. On est en pleine crise. Et là, je pose la question directement là avec Madame Wided Bouchamaoui. Est-ce qu'on peut parler, Wided, est-ce qu'on peut encore parler de région méditerranéenne? Est-ce que ça a un sens de parler de région méditerranéenne aujourd'hui? Il faut mettre le micro. Voilà. D'accord, ok. Merci Abdelaziz, je suis très ravie d'être avec vous. C'est un grand plaisir pour moi de m'adresser à tous ces jeunes. Et puis, je voudrais aussi saluer la présence des amis qui sont aussi panélistes que je vois virtuellement. C'est vrai, le sujet il est d'actualité aujourd'hui, débattre le sujet de la Méditerranée, de la région. Je pense que nous vivons dans un monde très ouvert où la place existe pour tous et qu'il faut aujourd'hui savoir comment trouver le terrain favorable pour y accéder. On a vu l'exemple de plusieurs entités qui, malgré certaines différences, sont arrivées à s'associer, sont arrivées à travailler ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, notre avenir est d'être plus proche de la région. Premièrement, notre région qui est, pour nous, elle est importante et puis qu'elle est très proche de nous, le Maghreb. Et là, malgré toute la volonté du secteur privé, la volonté des populations de ces pays-là, ça reste toujours un problème d'unir ce Maghreb, puisque la volonté politique, malheureusement, n'existe pas. Donc, moi, je dirais que
l'avenir de la région et pour l'ouverture. Et la Méditerranée constitue aussi un élément très important. Moi, je l'ai vécu personnellement lors du sommet de Rio, où on était, nous, les éléments de la société civile, les gens de la société civile, avec les jeunes, où on a su vraiment être ensemble, travailler ensemble et trouver des projets qui lient les deux rives de la Méditerranée. Sifelid Belhaj, est-ce que vous pensez que je vais redire à peu près la même question, mais il y a quelques années, en 1990, on a instauré un dialogue 5+5. Et il y avait un vrai projet de région, c'est-à-dire que l'objectif était d'engager un processus de coopération entre les 5 pays du sud de l'Europe et les 5 pays du nord de l'Afrique. Il y avait un projet clair. Et là, avec ce qui se passe, est-ce que je pose toujours la même question, parce que nous, on parle de région pour que les gens comprennent de quoi on parle. Lorsqu'on parle de communauté européenne, de l'Europe, c'est une région. Lorsqu'on parle de l'Afrique, on parle du Maghreb, on parle des pays arabes, peut-être, de l'Amérique du Nord. Mais est-ce qu'on parle de région aujourd'hui? Est-ce qu'on peut parler de région méditerranéenne? Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Très content d'être avec vous. Et très heureux d'avoir évidemment Ouidat, qui est une amie de longue date, mais aussi et surtout M. Bouchoucha, que je ne connais pas, et avec lequel j'aimerais bien qu'on ait un bon dialogue là-dessus. Non seulement il représente la jeunesse, mais aussi cette jeunesse qui travaille sur des projets d'avenir. Il est très important de souligner ça. Alors pour revenir à votre question, je vais être réaliste, pour ne pas dire cynique. Je ne pense pas que le projet 5+5 ait jamais été un véritable projet clair. Je ne pense pas qu'il ait jamais été un véritable projet d'avenir. C'était un projet qui consistait à un moment donné d'agglutiner un certain nombre de dynamiques politiques parce que c'était important. Ça s'est matérialisé par une organisation dont on ne sait toujours pas quel est véritablement son rôle, cette organisation basée à Barcelone, qui généralement recrute des anciens des ministères des Affaires étrangères. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. Et très franchement, je ne pense pas aujourd'hui, au moment où nous parlons, que ce type de dialogue soit un dialogue qui soit basé sur des bases importantes. Je vais vous donner quelques chiffres. Vous savez, ma zone de responsabilité à la Banque mondiale, c'est du Maroc jusqu'à l'Iran. Et je vais vous donner un chiffre là-dessus parce qu'en fait, on ne peut plus parler de sous-régions et de micro-régions. Il s'agit d'une région avec ses complémentarités, ses complexités et en fait, ces différentes perceptions des intérêts. Et lorsqu'on parle aujourd'hui du Maghreb ou de la région MENA, il faut aussi surtout parler de la profondeur africaine de cette région-là et aussi de l'horizon européen. Donc, juste un chiffre. En 2050, c'est demain, la région MENA comptera plus de 300 millions de jeunes, c'est-à-dire de jeunes qui auront moins de 22 ans, qui seront en train de frapper à la porte du marché de l'emploi. 300 millions. Aujourd'hui, la région MENA compte environ 410 millions de personnes, pour tout et pour tout. Imaginez d'abord le spike démographique et aussi l'énergie qui sera là et que nous souhaitons voir se transformer en énergie positive. Qu'est-ce que ça veut dire pour la région? Ça veut dire qu'il faut créer des emplois. Créer des emplois dont on ne sait pas aujourd'hui à quoi est-ce qu'ils vont ressembler. C'est pour ça qu'en fait, une conversation avec Sibouchou, ça sera intéressant. Créer des emplois, c'est-à-dire aussi créer un capital humain qui soit en lien direct avec les réalités économiques. Et aussi, et surtout, créer un nouveau rôle pour l'État. Cet État omniprésent, cet État lourd, cet État inefficace, cet État par rapport auquel nous souffrons tous les jours. Et nous voyons du Maroc à l'Iran. Il n'y a pas une exception dans toute la région. Eh bien, cet État doit être repensé. Je sais que Ouidat sera très heureuse de m'entendre dire ça, mais c'est la réalité. Il faut revoir le contrat social et faire en sorte que l'État joue un rôle qui est le sien. Un rôle régulateur, un rôle d'apaisement, un rôle qui permette aux gens de travailler plus et mieux, plutôt qu'un rôle
de contrôle de tout ce qui se passe. Voilà. Si Farid, c'est important de revenir et de clarifier encore une fois. On va encore parler, bien sûr, des solutions, mais lorsqu'on parle de région méditerranéenne, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on parle de Portugal, Espagne, France, Italie, Grèce? C'est tout? Et au sud de Maroc, Mauritanie, Tunisie, Libye, où on parle encore plus loin, on peut aller jusqu'au Liban, on parle de la Croatie. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire une région? Est-ce qu'ils doivent avoir un lien, je sais pas moi, un lien économique? Et c'est quoi notre région méditerranéenne? Jusqu'à maintenant, on parle de Méditerranée, mais c'est trop vague. D'après vous, c'est quoi cette région exactement? La Méditerranée, c'est la mer entre les deux terres, c'est-à-dire elle va du détroit de Gibraltar jusqu'au Liban, jusqu'en Israël et jusqu'en Turquie. C'est ça la Méditerranée. Et il ne faut pas se passer dans des questions. Quand vous regardez la map monde, la Méditerranée est un post-it, c'est tout petit. Si vous allez commencer à la diviser en petits morceaux, on n'a rien fait. La Méditerranée, dans son ensemble, est une zone sur laquelle il faut que nous puissions travailler. Il y a des complémentarités, mais il y a aussi beaucoup de tensions. Et c'est sur ces tensions-là qu'il va falloir travailler plus. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ce qui avait été pensé dans les années 99, 2000, etc., sur cette histoire de 5 plus 5, en fait, était une approche d'exclusion. Parce qu'il s'agissait de prendre une partie de la Méditerranée, et je vous rappelle des tensions qui existaient à l'époque. Est-ce qu'on va amener l'Égypte dans l'affaire ou pas? Et est-ce que la Grèce fait partie de... Toute la Méditerranée est une toute petite zone dans le monde, et c'est une toute petite zone où malheureusement s'agglutinent une série de tensions sur laquelle il va falloir travailler. Et on pourra parler, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des solutions. On va y venir. Thomas, tout à l'heure, vous avez fait une petite grimace. Je ne sais pas ce que c'est par rapport à ce qu'a dit Sifelid ou d'autres, mais vous pouvez réagir. On n'est pas là pour donner seulement la parole, mais débattre ensemble. Mais avant, je voudrais poser la question à un chef d'entreprise, Alexandre Rattel, qui est dans plusieurs secteurs, agricole, santé, financement, et qui est aussi président du comité des conseillers du commerce extérieur de Tunis, vice-président de la Chambre tunisienne française de commerce. Lorsqu'on parle de région et d'économie, on sait que au centre, le cœur d'une région, c'est l'entreprise. Est-ce que je reviens encore à la même question? C'est important de comprendre la région. Et comme a dit Sifelid, des 5 plus 5, il a éliminé quelques pays. 5 plus 5, c'est clair que c'est un modèle qui n'a pas, ou un projet, ou une idée qui n'a pas vraiment réussi. Est-ce que vous pensez qu'il faut peut-être bâtir sur quelque chose ou remettre tout à zéro et reconstruire de zéro cette région méditerranéenne qui n'existe pas économiquement ou politiquement aujourd'hui? Tout d'abord, merci de m'avoir invité, merci de me laisser s'exprimer sur ce sujet qui me tient à cœur, parce que je suis franco-libanais. Donc, oui, je vis en Tunisie, mais j'ai des connaissances. Pour moi, je suis méditerranéen et je me sens méditerranéen. La Méditerranée, c'est, comme vous l'avez dit, c'est l'économie, mais c'est aussi une question de culture, une question de peuple. Moi, je dis souvent, moi je suis du sud de la France, hein, par ma famille, d'Aix-en-Provence. Quand vous êtes à Marseille ou à Aix, croyez-moi, vous avez plus d'affinité avec un Tunisien qu'un type du nord de la France. Il faut quand même être conscient de ça. Donc il y a une culture méditerranéenne, c'est quelque chose qui existe. Donc la Méditerranée, ça existe. C'est une question, à mon sens, d'avant tout de peuple. C'est quelque chose d'un rapport humain. Quand vous êtes, par exemple, en France et que vous voulez partir en vacances, 80% des gens qui vont partir en vacances, alors une partie qui va aller sur l'Atlantique, mais il y en a beaucoup qui vont aller en Méditerranée. Quand ils vont à l'étranger, ils vont venir en Tunisie, ils vont en Espagne, ils vont en Italie, etc. Donc la Méditerranée, c'est quelque chose qui existe au niveau des peuples. Le peuple méditerranéen, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui existe, c'est une réalité. Quand vous vous baladez en voyage, quand vous allez au Maroc ou au Liban, ou dans le sud de la France, vous verrez des paysages qui se ressemblent. Vous verrez, on a quand même une histoire commune. Carthage, par exemple, c'est une histoire commune entre le Liban, et vous le retrouverez aussi à Barcelone. Et vous aurez d'autres éléments ailleurs. Donc, il y a quand même une histoire, un patrimoine culturel commun qui fait que la zone méditerranéenne, elle existe. Ça, c'est un premier point. Le deuxième élément, sur le plan économique. Oui, sur le plan économique, vous savez, les pays, il y a des frontières, il y a des problématiques douanières, etc. Et malheureusement, il n'y a pas une intégration économique méditerranéenne. À titre personnel, je la regrette. Il y a des choses qui se font avec l'Europe.
la zone économique européenne, c'est quand même la deuxième zone économique mondiale, c'est pas rien, et elle est en pleine Méditerranée pour le coup. On est dans la Méditerranée. Donc je pense que oui, il y a quelque chose à faire. À titre personnel, je pense que c'est avec l'Europe qu'il y a beaucoup de choses à faire, encore une fois. Hein. Deuxième zone économique mondiale, c'est quand même quelque chose d'énorme. Je crois que je parle sous le contrôle de Siferid et de Thomas qui ont ces chiffres mieux que moi, mais je pense que la zone européenne, c'est à peu près 23% du PIB mondial, 8% de la population. Voilà, c'est quand même quelque chose d'important. Et à mon avis, pour tous les pays du sud de la Méditerranée, un arrimage, mais j'aime pas ce terme arrimage, je préfère le terme de coopération à l'Union européenne, à cette Europe du Sud, est pour moi sûrement l'avenir. Et c'est aussi l'avenir, je dirais, pour la jeunesse, non pas en essayant de chercher, parce qu'on a parlé d'immigration, etc., mais c'est pas ça, c'est en échangeant nos cultures, c'est-à-dire que moi je vois en tant que chef d'entreprise, on peut très bien travailler de Tunisie vers l'Europe et faire énormément de choses, parce que bon, on en parlera par la suite, mais la Tunisie a des atouts absolument extraordinaires. Sa jeunesse fait partie des atouts, sa jeunesse bien formée. Voilà, mais je vais m'arrêter là parce que non, on continue dans le même sens qu'avec Ouided. Je reviens à Ouided. Je pose une question un petit peu simpliste. Qui peut représenter la Méditerranée? Est-ce que c'est un comité de présidents qu'est-ce qui peut représenter? Est-ce que des intérêts seulement économiques, les ministres des Finances qui se rencontrent une fois à chaque... Qu'est-ce qui peut représenter les intérêts? Et comme l'a si bien dit Alexandre, cette histoire et cette puissance dans ce qui nous ressemble plus, qu'est-ce qui peut représenter aujourd'hui, vous qui êtes Ouided prix Nobel, mais aussi président du COPIL, du sommet des deux rives, qu'est-ce qui peut représenter clairement aujourd'hui ces pays de la Méditerranée? Ouided, micro, merci. Il faut que je remette à chaque fois. Moi, je pense que la société civile a un rôle très important à jouer parce que l'ouverture de ces frontières permet aussi aux gens de se fréquenter beaucoup plus et d'être plus ouverts à accepter les différences des uns et des autres. Mais malheureusement, nous vivons dans un monde où la volonté politique est primordiale. C'est-à-dire que si on a beau être, nous, proches, je parle un petit peu je reviens toujours au problème du Maghreb parce que nous sommes en train de perdre beaucoup de 2 points moins de croissance pour tous les pays du Maghreb. Tant qu'il n'y a pas cette volonté politique, tant qu'il n'y aura pas un Maghreb uni. Pour la Méditerranée, c'est également la même chose. Il y a aussi cette volonté de la société civile de collaborer, mais aussi il faut qu'il y ait une prise en considération que les pays de la rive sud aussi représentent un potentiel énorme. Il faut qu'on soit considérés comme des partenaires, pas considérés comme des pays de low cost où les gens viennent juste pour la sous-traitance. C'est ça la considération très importante à en tenir compte. Et puis aussi, il y a cette unification de la législation un peu partout, parce que sans un cadre législatif qui nous permet, nous, en tant que chef d'entreprise, de nous déplacer, de travailler, d'exporter et d'avoir des succursales un peu partout, ça nous bloque aussi. On voit un petit peu, même si j'ouvre une petite parenthèse pour parler un petit peu du projet d'Aleka, où maintenant ça piétine chez nous principalement, parce que aussi on n'est pas toujours pris en considération en tant que partenaire. Et ça reste toujours, on est, nous, en tant que chef d'entreprise, toujours considéré le maillon faible de ce partenariat. Donc, la société civile a un rôle très important, mais le rôle, moi, je pense, majeur aussi est pour le côté politique et ceux qui gouvernent les pays de la Méditerranée. Ouided, en Europe, par exemple, le couple franco-germanique a vraiment, c'est ce couple qui a fait l'Europe d'aujourd'hui. D'après toi, quel est le couple qui peut jouer, le couple où, je sais pas, les 2, 3, 4 pays les plus importants qui peuvent représenter cette région dans les 20-30 prochaines années? 20, c'est peu, je ne sais pas, je ne pourrais pas te dire de 20 ans, mais bon, je ne sais pas, ça reste un peu fragile ce qui se passe maintenant. Est-ce que le couple franco-tunisien peut être le couple idéal pour une Méditerranée, un modèle, un nouveau modèle ou une région, une zone prospère? Moi, je pense qu'il faut sortir un petit peu de cette veste un peu franco-tunisienne, parce que sinon on va être toujours stigmatisé
en disant que la Tunisie est toujours liée à la France. Il faut parler beaucoup plus des différents pays de la sud de la Méditerranée, parce que sinon, moi je dirais le Maghreb vis-à-vis de la rive nord de la Méditerranée, c'est plutôt qu'un couple de deux pays, parce que malheureusement, on n'a pas le même régime. On n'a pas le même régime politique dans les différents pays. Et il y a aussi des pays qui souffrent énormément. On voit un petit peu ce qui se passe en Libye, où c'est le chaos total. La Mauritanie, ça piétine encore. L'Algérie, l'économie algérienne, on la connaît jusqu'à maintenant, c'est une économie libérale. Au Maroc, c'est vrai, il y a beaucoup de... Mais aussi, il faut prendre en considération aussi le contexte marocain. Moi, je dirais, lorsqu'on constitue une force, nous, en tant que pays maghrébins, ensemble, on saura mieux négocier, on saura mieux être un vrai partenaire vis-à-vis de l'Europe. Bien sûr, la France restera toujours, parce que c'est pour les 5, disons les 4 pays de la maghrébins, ça reste la France un partenaire stratégique, et notre premier partenaire, qui sera aussi un élément fondamental. Mais moi, je dirais aussi qu'il faut qu'on ouvre un petit peu aussi nos esprits pour travailler avec d'autres pays. Si Félide probablement est d'accord avec vous, mais je vais aller directement vers mon ami Khaled Bouchoucha. Le jeune Khaled Bouchoucha, start-upper, founder et CEO of Iris Technology. Khaled, là, yeux dans les yeux, est-ce que tu te sens vraiment européen? D'abord, je vous remercie pour cette invitation. Est-ce que je me sens européen? Je m'excuse, est-ce que tu te sens méditerranéen européen? Je me suis dit... non plus. Bah, tu ressembles à un européen, mais est-ce que tu te sens méditerranéen? Oui, oui, mais plutôt à un citoyen du monde, un entrepreneur qui essaye de vendre ses produits partout là où il peut vendre, là où il peut arracher les marchés. Alors, je pense, en tant que start-up, vendre, c'est vital pour nous. Atteindre un certain niveau de traction vis-à-vis à nos investisseurs, c'est vital. Et je pense, en fait, c'est la même chose, peut-être, ça pourra s'appliquer pour la Tunisie en tant qu'une grande start-up, disons. Alors, je pense qu'on ne doit plus, en fait, se délimiter au marché méditerranéen, européen, je ne sais pas, en fait. Il faut aller plus loin, il faut essayer d'arracher les marchés là où il y en a et revoir le modèle économique, en fait, revoir peut-être les partenariats. Je tiens à mentionner que c'est vrai, la France est notre partenaire stratégique, mais souvent, en fait, on est en train d'inclure tout ce qui est offshore dans les calculs des partenariats stratégiques. Alors, si on enlève, par exemple, la contribution en fait, de l'offshore, en fait, beaucoup de choses vont changer. Alors, c'est pour ça, je pense, en tant qu'entrepreneur, en fait, je ne vois pas la chose comme étant l'Europe, par exemple, mon premier partenaire, l'Asie, non. Celui qui va acheter le plus, celui qui va réellement contribuer au développement de notre entreprise, ça sera mon partenaire. En tout cas, c'est pour tous les startups, ça se passe comme ça. Maintenant, en tant que Iristech, notre startup, on est spécialisé dans la technologie agricole, précisément l'agriculture. On commence à s'étaler sur les 4 continents. Et l'Europe, bien évidemment, on a déjà des clients de l'Europe, mais ce n'est pas réellement notre focus principal. Comme a dit Madame Bouchemet, oui, par exemple, pour nous, l'Algérie est un énorme marché qu'on doit en fait se concentrer sur ce marché-là. C'est une énorme opportunité. Alors, pour conclure, pour moi, en fait, je ne me concerne pas réellement si le marché méditerranéen est ma priorité ou pas. Non, c'est plutôt en tant que, pas en tant que chef d'entreprise, mais en tant que Khaled Bouchoucha. Est-ce qu'un jour il s'est dit, moi, comme l'a si bien dit Alexandre, il dit, moi je me sens méditerranéen, comme beaucoup d'Européens se sentent vraiment européens, au-delà d'être italien, allemand, grec ou autre. Mais est-ce qu'un Tunisien peut se sentir vraiment méditerranéen, appartenir à une entité, d'après toi? Pour que je sois honnête avec vous, je ne le pense pas. Je me sens un citoyen du monde, un entrepreneur du monde, alors je ne me délimite pas en tant qu'un citoyen méditerranéen.
D'ailleurs, quel est vraiment l'apport en tant que citoyen méditerranéen sur ma start-up, sur mon entreprise? Je ne vois pas réellement l'apport. Alors, pourquoi se délimiter en tant que méditerranéen? Plutôt, je suis un Tunisien. Sur nos produits, en fait, on met Made in Tunisia et on souffre, entre guillemets, de build de trust avec nos clients, même en Europe, en fait, parce que ce n'est pas Made in Germany. Alors, il n'y a pas réellement une valeur ajoutée énorme pour moi, en tant que Tunisien, de me nommer un citoyen méditerranéen. Plutôt, je préfère être nommé en tant qu'entrepreneur du coup, et je vais arracher les marchés là où je pourrais le faire. En tant qu'entrepreneur et en tant que aussi jeune comme tu es, qu'est-ce qui s'est passé ces 10 dernières années? C'est tous ces changements, beaucoup de plus en plus de jeunes manifestent. Et je sais pas, est-ce qu'ils n'aiment pas la vie aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils veulent, ces jeunes aujourd'hui qui manifestent depuis 10 ans avec ce qui s'est passé en Tunisie, en Égypte, en Syrie, mais même en Europe, ça bouge énormément. Dans la tête d'un jeune, qu'est-ce qui se passe? La mondialisation, il la trouve pas à son goût? Qu'est-ce que tu en penses? Ok, en fait, je pense que nous, jeunes, si je me permets en fait de parler au nom des jeunes, on est super pragmatique. Alors, on cherche directement, comment dirais-je, la valeur ajoutée, l'apport de que ce soit. Alors, réellement, je vous donne un exemple. Moi, j'ai eu des investisseurs étrangers, pas de l'Europe. Maintenant, j'ai des investisseurs qui sont intéressés, qu'on a commencé déjà le due diligence du Japon, du Moyen-Orient, etc. On a essayé déjà de contacter des investisseurs de l'Europe, etc. Mais souvent, c'est pas aussi facile que ça. Alors, nous, en tant que jeunes, en fait, on n'y pense pas trop. Pour nous, en fait, la politique, etc., ça ne nous intéresse pas énormément, malheureusement. Et on essaye, en fait, d'avoir un apport direct, la contribution directe de qui que ce soit, indépendamment s'il est japonais, français, allemand, peu importe. Alors, pour nous, en tant que jeunes, on essaye d'établir, comment dirais-je, des projets qui sont viables via des partenaires un peu partout au monde. Alors, réellement, il n'y a pas de priorité, le français, l'allemand, peu importe. Alors, c'est comme je voulais vous dire, en fait, il faut plus ou moins sortir de ce cadre méditerranéen. Là, ta réponse est intéressante, Khaled, mais je vais aller voir Thomas Volk, qui représente Konrad Adenauer. Konrad Adenauer, c'est une fondation, c'est une institution en Tunisie qui est là depuis très longtemps, qui a travaillé très proche, elle était très proche des jeunes, elle travaillait beaucoup avec la société civile, des acteurs importants de la société civile depuis les années 90 et 2000. Donc elle connaît très bien le terrain. Et Thomas, je reste toujours dans le même. Qu'est-ce qui s'est passé, vous qui avez une vue de l'extérieur et vous voyez un petit peu notre jeunesse vouloir le changement? D'après vous, qu'est-ce qui a changé chez les jeunes du Sud? Pourquoi ils voulaient ce changement, d'après vous? Bon, tout d'abord, merci beaucoup d'avoir m'associé à cette discussion. Je suis très ravi et notre bureau est un bureau sous-régional. On s'occupe avec des pays de la sud de la Méditerranée et on travaille avec des partenaires en Europe du Sud comme ici dans la sous-région. Et pour nous, c'est donc clair qu'une région sud-Méditerranée est existante. Il y a une histoire riche, il y a beaucoup de dynamisme, il y a des perspectives, des opportunités économiques, surtout pour la jeunesse. Si je pense, par exemple, de toutes les questions numériques, la digitalisation et les potentialités entre les deux rives. Et c'était déjà intéressant pendant les premières 30 minutes de cette discussion d'observer que c'était une discussion de l'identité. Est-ce qu'il y a quelque chose comme une identité sud-méditerranéenne? Je pense qu'il faut plus discuter sur les opportunités pour la jeunesse de la sous-région et comment la jeune génération peut collaborer entre les deux rives si on discute par exemple les questions de la numérisation ou la digitalisation.
parce que aussi avec l'exemple de l'Union européenne, on a bien vu que tout d'abord, il y avait une collaboration économique et après, c'était, on peut dire, un système politique, une institution politique comme maintenant l'Union européenne. Donc, commencer avec une collaboration économique, je pense, est une bonne occasion pour créer après aussi les bases pour, on peut dire, une institution aussi dans la Méditerranée. Et M. Belhaj, il a déjà mentionné l'Union pour la Méditerranée qui est maintenant existante il y a 25 ans avec le processus de Barcelone en 1995, c'était établi. Mais on peut dire que c'est une institution encore passive. C'est même pas visible pour la jeunesse. Où est-ce qu'il y a des avantages pour la jeunesse de cette structure? Je ne le vois pas. Donc, je pense que c'est important de penser d'un nouveau dynamisme vraiment dans la sous-région pour la jeune génération. Et c'est pourquoi on a créé, il y a maintenant 5 ans, le bureau régional du dialogue politique en Sud-Méditerranée pour créer des plateformes, des échanges pour la jeune génération, pour organiser des visites d'études pour les jeunes entre les deux rives de la Méditerranée et pour donner vraiment une plateforme pour un dialogue politique, économique et pour la société civile, comme Madame Bouchamoui a bien mentionné aussi. Et, c'est là, on parle politique et économique. Et, oui. Oui, allez-y. Oui, moi j'ai envie un peu de répondre un petit peu à Khaled, tu permets que je t'appelle Khaled, parce qu'il a dit que nous, la politique, ça ne nous intéresse pas. Moi je pense que, au contraire, il faut que vous soyez présents, il faut que vous soyez impliqués. Toutes les révolutions qui ont été faites dans cette région, c'était à l'origine, les jeunes étaient à l'origine, ils étaient dans la rue pour demander cette démocratie, pour demander l'emploi et pour demander la liberté. Donc, si vous ne vous impliquez pas dans cette politique-là, il ne faut plus maintenant demander pourquoi on ne nous écoute pas, pourquoi on n'est pas impliqué dans le processus démocratique, dans le processus économique du pays. Au contraire, moi, si j'ai un petit conseil à te donner, c'est qu'il faut que vous soyez, vous, les jeunes, partie prenante de toutes les décisions du pays. Ça, c'est important. Et puis, il faut pas aussi, il faut changer un petit peu cette mentalité où les jeunes, malheureusement, ceux qui sont diplômés, qui constituent une grande majorité de toute la région du Nord, donc ils n'ont qu'une seule envie, c'est d'immigrer. Au contraire, il faut que aussi ils pensent que le pays a besoin d'eux, a besoin de leurs compétences, et on a vraiment vécu dans cette Covid où les jeunes, ce dynamisme, cet élan de solidarité, cet élan de compétition entre les jeunes. Donc, il faut que vous soyez impliqués et c'est à vous et avec vous qu'on saura faire le changement. Voilà, merci Khaled. Alexandre, ce qui s'est passé maintenant entre Ouided et Khaled. Khaled dit on veut des solutions économiques. Et Ouided rétorque et dit que faites attention, il faut participer à la vie politique pour bâtir un pays et bâtir des solutions économiques. D'après toi et ton expérience un petit peu entre le privé et aussi en tant que vice-président de la Chambre, président du comité des conseillers, c'est-à-dire entre la politique et l'entreprise, vous avez une certaine expérience. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Ouided et Khaled? Est-ce que est-ce qu'on va plus vers l'économie et on laisse tomber un petit peu la démarche politique pour aller bâtir une démocratie avec tout ce poids de la démocratie, parce que ça pèse la démocratie, ça prend du temps, ça prend de l'apprentissage, de l'éducation, etc. Ou on peut jouer sur les deux tableaux en même temps. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais avoir une réponse diplomatique. Les deux ont raison. Oui, pourquoi pas, ouais. Non, mais la réalité est la suivante. Moi, j'ai été à la place de Khaled. Moi, j'ai créé ma première entreprise à 29 ans et j'ai grandi après petit à petit. Au début, honnêtement, on ne fait pas de politique. On est là, on a nos problématiques à gérer nos affaires, à récupérer de l'argent parce qu'on a des salariés à payer. Après, au début, on ne se paye pas, puis après, on se paye. Après, bon, voilà. Donc, le business, c'est évident qu'il faut se concentrer là-dessus. Mais après, il y a un moment donné où ça ne suffira plus. Parce que Ouided a dit quelque chose d'extrêmement important. On ne peut pas faire du business sans éthique et sans s'impliquer dans la cité. Où qu'on soit.
qu'on soit en Tunisie, qu'on soit au Liban, qu'on soit en France, peu importe. À un moment donné, dans sa vie d'entrepreneur, on doit s'impliquer dans la cité. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit faire, je dirais, c'est de l'éthique, quoi. C'est tout simplement, c'est normal de le faire. Je veux dire, quelqu'un qui réussit, eh ben, il doit pouvoir partager sa réussite. Alors ça peut être à travers, lorsqu'on a très très bien réussi, à travers des fondations, mais ça peut être aussi d'une autre façon. Donc c'est extrêmement important. Et après, dans un pays comme la Tunisie, maintenant, si on se rebat sur la Tunisie est quand même une démocratie qui est jeune. Ça fait une dizaine d'années que la démocratie commence à tourner. Et la démocratie, quoi qu'on en dise, si on prend l'histoire, c'est quelque chose de fragile. Même aujourd'hui en Europe, on le voit, il y a des pays qui étaient démocratiques et on voit ce qui se passe dans certains pays européens, ça fait peur. Et je vous parle là, vraiment ça fait peur. Donc la démocratie est quelque chose de fragile, c'est quelque chose qu'il faut entretenir, c'est quelque chose qu'il faut défendre. Et là, je rejoins tout à fait Widad là-dessus. Les générations évoluent, les générations passent. Si la jeune génération se désintéresse de la démocratie, eh ben, il y aura des gens qui vont venir qui seront plus démocratiques. Donc il faut la défendre. Et je suis persuadé que Khaled, même s'il avait un discours très business-oriented, comme on dit, au fond de lui, personne n'a envie de voir son pays s'effondrer. Et le moment venu, il s'impliquera. Voilà, je vais lui laisser quand même répondre parce que... Khaled, si tu as... Khaled, si tu veux dire quelque chose, mais sincèrement, est-ce qu'aujourd'hui, dans une entreprise où le quotidien l'emporte, comme l'a bien dit Alexandre, comment faire aussi pour défendre cette démocratie? Si Félix, est-ce que d'après vous, la Banque mondiale aujourd'hui, elle voit très très bien ce qui se passe au sud de la Méditerranée? C'est que avec la situation actuelle, avec les crises depuis 2008, la crise financière 2008, les solutions ne sont pas si faciles que ça pour le jeune. Est-ce qu'il passe toute sa journée dans son entreprise ou il doit se partager entre son entreprise, participer à la politique du pays? Comment faire? D'après vous, d'après la Banque mondiale, comment un pays comme la Tunisie ou les pays du sud de la Méditerranée peuvent faire pour essayer un petit peu de se rapprocher de l'évolution au nord? Oui. Bon, écoutez, d'abord, j'aimerais beaucoup souligner et avec de manière très positive ce que disait Khaled Bouchoucha, parce que je pense que c'est cet état d'esprit qui doit prévaloir, essayer de sortir des carcans que nous nous imposons à nous-mêmes et faire en sorte de voir grand et de véritablement déployer ces aides. Quand il y a la possibilité de faire plus et plus loin et aller plus haut, en fait, il faut le faire. Donc bravo, et vraiment je suis très heureux d'avoir cette conversation avec vous, Khaled. Dans le même temps, je pense que ce que vous disait est très vrai. Il est vrai, ce que disait Alexandre, il faut participer aux choses de la cité. Il faut essayer de faire en sorte que ce qui fait que l'entreprise puisse avancer, puisse prospérer. Bon, écoutez, ce sont les lois, ce sont les règlements, c'est l'environnement des affaires qui est mis en place. Par qui? Malheureusement, ou heureusement, ou je ne sais plus, par des politiques qui parfois n'ont aucun rapport avec la réalité de l'entreprise ni les réalités économiques. C'est pour ça qu'avoir des personnes comme Widad qui sont impliquées dans la politique, au moins on apporte une dimension économique à des conversations qu'on voit surtout en Tunisie. Moi, je vois ça géographiquement de loin, mais de très près, parce que je me sens très, très proche de mon pays. Ce sont des conversations qui sont totalement hors sujet. Quand on voit ce qui se passe, la réalité. Vous savez, je regardais tout à l'heure, encore une fois, les chiffres, parce que finalement, ce sont les vérités qui s'imposent à nous. Je voyais l'évolution négative du PIB en Tunisie. C'est triste de voir où nous en sommes aujourd'hui, et qu'en fait, quand vous parlez tout à l'heure d'un axe franco-tunisien comme étant une sorte d'encre à l'espace méditerranéen, j'ai souri, parce que la Tunisie, ce n'est rien du tout économiquement aujourd'hui, rien du tout. Non pas que c'était grand-chose avant, mais aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de dynamisme. Le secteur privé est englué dans un affairisme qui ne mène nulle part. Aujourd'hui, nous le voyons, et les rapports de la Banque mondiale sont très clairs là-dessus. La contestabilité dans le secteur privé, aujourd'hui, d'une manière générale, dans la région MENA, mais en Tunisie en particulier, puisque nous en parlons,
elle est quasi nulle. Il y a un État, encore une fois, qui joue un rôle qui n'est pas le sien et qui est en train d'apporter des distorsions dans toute rationalité économique. Et nous sommes aujourd'hui, malheureusement, en train de voir que les vecteurs du semblant de croissance que nous pourrions voir sont aujourd'hui à l'arrêt, hein, que ce soit la question des ports, la question des entreprises publiques, la question du secteur financier, des caisses d'assurance, et j'en passe, hein, et des meilleurs. Vous savez, aujourd'hui, je suis avec vous beaucoup plus en tant que qu'ami, que Tunisien, que véritablement en tant que responsable à la Banque mondiale. Et c'est pour ça que je veux être provocateur. Et c'est pour ça que lorsque vous avez parlé tout à l'heure de Barcelone, pour moi, et des opportunités que l'Union pour la Méditerranée apporte, ce sont des opportunités pour des fonctionnaires qui n'ont pas trouvé de travail ailleurs. Hein. Ce n'est rien du tout. Et c'est ça qui est triste, en fait. C'est que nous sommes en train de mettre en place et de financer et quelque part de mettre nos espoirs dans des organismes, dans des institutions qui ne mènent nulle part. Alors que la réalité, c'est ce que disait Khaled Bouchoucha, la réalité, ce sont les entrepreneurs. Vous savez, j'étais à Alger il n'y a pas longtemps, et j'ai rencontré des collègues de Sikhal, et on a discuté, hein, des disruptive technologies, on a discuté de ce qu'est le marché du travail d'aujourd'hui et de demain. Et au bout du compte, je leur ai demandé qu'est-ce que pourrait une organisation comme la Banque mondiale faire pour vous. Une seule chose. Essayer de convaincre l'État de nous laisser travailler tranquille. Voilà. Et c'est très important. Et je continuerai à pousser cet agenda. Il faut que l'État, que les institutions de l'État jouent le rôle qui est le leur. C'est-à-dire réglementer, c'est-à-dire soutenir, ouvrir les perspectives, mais ne pas se substituer à l'entreprise, ne pas se substituer à l'entrepreneur, ne pas faire des choses pour lesquelles elles ne sont pas équipées. Donc en fait, c'est un peu cet agenda que j'aimerais bien pousser. Au-delà, bien sûr, on peut discuter des identités méditerranéennes, etc. Ce qui est important véritablement aujourd'hui, c'est de redonner du souffle aux économies de nos pays, qui aujourd'hui, malheureusement, ne constituent même plus une plateforme attractive. Je finirai par ça. Et désolé, je suis un peu long, mais c'est... Non, vous êtes en plein... Beaucoup de choses qui me tiennent à cœur. Les discussions que j'ai eues il n'y a pas longtemps sur cette interaction, hein, entre la rive sud et la rive nord, avec des économistes de la rive nord, précisément. Et l'un des exemples qui m'a étonné par l'un de ces économistes, c'était pourquoi ne pas faire du Maghreb, en fait, une manière de Mexique, le Mexique de l'Europe. Autrement dit, une sorte de... c'est un peu ce qui se passe par rapport entre le Mexique et les États-Unis. C'est vrai que c'est important d'avoir ce type de base. En même temps, mon ambition à moi, ce n'est pas que mes enfants et que mes petits-enfants finissent sur des chaînes de montage. Mon ambition à moi, c'est que mes enfants et mes petits-enfants fassent ce que fait Khaled Bouchoucha aujourd'hui. Ouvre de nouvelles perspectives, de nouvelles technologies, soit à la pointe du progrès. Et c'est ça qui est important. Et pour ça, c'est l'éducation. Pour ça, c'est l'adéquation entre l'éducation et le marché du travail. Et pour ça, il faut que nous puissions puiser dans notre capital humain, qui est énorme. Nous avons des jeunes qui sont ouverts sur le monde, qui sont éduqués, qui peuvent faire des choses, mais qui aujourd'hui, soit n'ont pas les perspectives auxquelles ils auraient droit, soit que malheureusement la capacité pour eux d'entrer dans l'économie ne leur soit pas permise à cause de ce que j'ai appelé tout à l'heure le manque de contestabilité. Hein. Il y a beaucoup de grands groupes qui tiennent la place. Je ne parle pas que de la Tunisie, je parle de partout, et qui en fait empêchent ou réduisent cette capacité. Et troisième chose, encore une fois, toujours, un État omniprésent qui doit aujourd'hui être
on doit élaguer l'État de compétences qui ne sont pas les siennes. Et voilà, je m'arrêterai là parce que je pense que vraiment il faut que nous focalisions sur cette affaire-là et au-delà des questions d'ordre, j'allais presque dire personnel, culturel. Hein. Je me sens méditerranéen, bien sûr. Je suis né en banlieue nord et pour moi, la première chose que je faisais le matin, c'est d'aller piquer une tête en Méditerranée. Mais ce n'est pas là qui est important. Ce qui est important, c'est de donner de l'espoir à ces jeunes qui aujourd'hui sont sans espoir. Et ceux-là, ce sont ceux-là qui sont notre avenir. Oui, d'ailleurs, la question que je vais poser, elle est destinée à vous. Qu'est-ce que vous pensez de ce que dit Si Félide concrètement, comment on peut libérer l'entrepreneuriat dans les pays du Sud? Comment on peut faire ça concrètement, alors que vous étiez passe-président de l'UTICA, donc vous étiez à la tête de patronne des patrons, et comment on peut réaliser ce rêve? De toute façon, je suis tout à fait d'accord avec Séphéride. Juste pour dire, alors c'est une mentalité, parce que c'est bien beau de dire qu'aujourd'hui, il faut que le secteur privé soit plus présent, qu'il prenne beaucoup plus de risques. Mais moi, je pense qu'il est important aussi qu'on change un petit peu ces mentalités, parce que la majorité des jeunes souhaitent travailler ou trouver un emploi dans le secteur public. Il faut qu'il y ait changer la mentalité dès l'école primaire. Il faut que les jeunes sachent que l'entrepreneuriat, c'est une aventure, qu'il faut les suivre, il faut les prendre en main, pas à la création du projet, même jusqu'à l'évolution du projet. Et c'est important aussi, donc lorsqu'on a des jeunes qui sont une force motrice dans l'innovation, dans la recherche, dans le développement, si on ne prenne pas leur main, si on ne les guide pas, si on ne leur donne pas cette chance d'entreprendre. Bien sûr, nous, en tant que secteur privé, moi je reste toujours chef d'entreprise, je dirais, je n'ai pas besoin d'avantages fiscaux, j'ai rien, j'ai besoin d'une administration simple qui prenne les décisions au moment T, qu'on me laisse agir, bien sûr, et que l'État joue son rôle en tant que régulateur, en tant que pour faire respecter la loi. Ça, c'est ce que je cherche. Je n'ai pas besoin ni que l'État m'aide, ni que l'État me donne des subventions. On n'a pas besoin de ça. On a su, nous, travailler aussi bien sur le marché local ou sur le marché international. Et tous les capitaines d'industrie qui ont su travailler à l'international, ils l'ont fait tout seuls. Il n'y a pas eu vraiment une intervention de l'État. Donc, nous avons besoin qu'il libère les énergies. Il libère les énergies chez les jeunes. Donc, c'est à partir de l'école. Essayer aussi adapter aussi le système éducatif, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'on n'est pas en train de travailler sur les métiers de demain. Il y aura d'ici 5 ans plusieurs métiers qui vont disparaître. Tout à fait. Ne sont pas encore pris. Moi, je parle de la Tunisie, un pays que je connais, disons, plus ou moins bien, puisque j'ai parcouru le pays plusieurs fois, 3 ou 4 fois. J'ai eu la chance de travailler beaucoup avec les jeunes. Et maintenant, depuis que j'ai quitté l'UTICA, je travaille énormément dans la société civile. Je suis en relation très étroite avec les jeunes un peu partout. Et là, leur grand désarroi, c'est comment créer une entreprise. Pour créer une entreprise, moi, je ne parle pas de financement, je ne parle pas de l'accès au financement. La paperasse, il faut qu'ils passent une année pour aller d'une administration à une autre, pour qu'on mette le papier. Après, il faut qu'on reste de la merci de ce monsieur qui travaille à l'administration. Et aujourd'hui, avec cette nouvelle loi, on va embaucher encore plus ceux qui sont au chômage depuis 10 ans. Donc, on va donner plus du travail à ces jeunes-là dans l'administration tunisienne. Donc, au lieu d'avoir ces papiers en 6 mois, on va les avoir dans une année. Donc, tout ceci constitue, moi, je pense, une entrave très importante. Donc, nous avons besoin d'une administration qui est simple, qui est facile. Pourquoi on ne prend pas le cas du Rwanda, d'autres pays, l'Éthiopie, des pays africains? On peut créer dans sa entreprise en 2 jours. On n'a pas besoin d'avoir une telle paperasse. C'est le parcours du combattant. Moi, je connais. J'ai mes 2 enfants qui sont en train de créer leurs entreprises. Je ne suis pas en train de les aider, mais ils me disent, maman, c'est incroyable. C'est incroyable. Les gens ici sont en train de mettre les bâtons dans les roues. Ils ne veulent pas que nous, jeunes, soient capables d'être entrepreneurs, soient capables de créer des entreprises. Et ce n'est pas normal. Bon, pour l'accès au financement aussi, sur le parcours du combattant, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, les banques le prêtent qu'aux riches. Les banques le prêtent aux gens qui ont, bien sûr, des
qui sont capables de rembourser. Pourquoi pas l'État ne soit pas aussi garant pour les petits projets dans les régions intérieures. Et à notre point, que moi je l'ai constaté, dans les régions intérieures, malheureusement l'État, elle recrute des gens qui n'ont aucune expérience. On essaie de mettre n'importe qui dans les régions intérieures pour parler du dossier, pour discuter, pour convaincre, pour essayer d'encadrer ces jeux-là. Donc ça reste aujourd'hui cette volonté. Moi je reste toujours convaincu que c'est une volonté politique. Et puis pour revenir à un petit, tu as dit que c'était, je pense, moi je parlais tout à l'heure de tout ce qui est politique. Moi je veux pas que le secteur privé soit impliqué dans la politique. Non, c'est dans la vie politique et économique, parce que nous sommes tenus de tracer les grandes lignes. Aujourd'hui, moi je pense que n'importe quel gouvernement ne peut pas, il ne pourra jamais tracer donc une vision de son pays sans que le secteur privé soit impliqué. Donc, nous sommes partie prenante, nous faisons partie de ce pays, nous sommes donc tenus de donner des propositions, de travailler en concertation avec et le syndicat, et le patronat, et le gouvernement, parce que malheureusement, qu'on le dise ou pas, même le dialogue social, c'est très parti. Donc, nous sommes obligés de travailler ensemble, et je finirai par dire que ce travail ne sera aussi concrétisé que si tous, on enlève notre ego, parce que chacun d'entre nous essaie de tirer le profit vers lui, d'avoir plus d'avantages. Au contraire, il faut penser plus globalement, il faut penser que le pays, aujourd'hui, chez nous, moi je parle de la Tunisie, qu'aujourd'hui, si on ne s'occupe pas de l'économie, on va encore avoir notre frustration de la rue. C'est que les gens aujourd'hui, malheureusement, on ne va pas aussi manger de la démocratie. Je suis pour un pays ouvert où il y a la démocratie et la liberté d'expression, mais aussi on a besoin de faire nourrir les gens, on a besoin d'initiatives privées, on a besoin de projets, et Sifali l'a bien dit que l'État aujourd'hui, il faut qu'il se désengage complètement de toutes les entreprises qui sont... Moi je comprendrai jamais comment l'État soit impliqué, soit actionnaire dans des secteurs qui sont compétitifs. C'est pas normal. C'est pas normal. Laissez le privé travailler. Vous allez voir cette concurrence qui va donner aussi des bons produits, qui va laisser aussi le choix à des meilleurs prix. Mais malheureusement, c'est une mentalité. Moi, je pense, et je ne suis pas très optimiste, parce que même pour chez nous, est-ce qu'il y aura ce travail en concertation pour améliorer le climat des affaires? Parce que notre grand problème aujourd'hui, c'est le climat des affaires, où nous avons le commerce informel qui constitue un élément très important. Vous voyez, parcourir le pays, vous allez voir, moi je ne parle pas du Sud, allez ici à Tunis. Et vous allez voir le commerce informel qui est partout, où il y a la concurrence déloyale, et on se tait malheureusement, et on s'occupe que des gens organisés pour les imposer beaucoup plus, pour être plus sévères. Essayez d'être plus équitable, essayez de contrôler ce commerce un peu informel, essayez de comprendre pourquoi ces jeunes, moi je ne parle pas des vendeurs ambulants, moi je parle des gens qui sont à l'origine, qui sont en train de faire rentrer des produits, mais moi les produits rentrent bien du port de Rabès ou bien des frontières de la Syrie. Il n'y a pas d'autre chemin. Donc, s'il y a une volonté de l'État mieux contrôler, ça va aussi réduire, et ça va nous laisser beaucoup plus de liberté d'agir. Merci. Merci Wided. J'ai un exemple toujours depuis un certain temps. Le modèle économique dans le monde, l'évolution des entreprises est basée sur les startups qui sont basées sur l'innovation. Alors en Tunisie, pour créer une entreprise, on va aller voir l'agence de promotion de l'investissement, l'API. Et là, c'est complètement dingue, mais c'est complètement fou. C'est-à-dire que tu crées une entreprise, tu innoves, et là, tu vas à l'API pour le créer, et ils te disent non, ça n'existe pas, ce genre d'entreprise. Et donc, on est complètement à l'opposé de ce qui se passe dans le monde, juste que personne ne réagit. On est un énième gouvernement, personne ne réagit sur cette aberration. Je pose la question à Khaled, qui est une start-up. Khaled,
quels sont les secteurs clés qui vont évoluer dans le proche avenir pour les jeunes aujourd'hui qui, d'après Siferid, on parle de 300 millions de jeunes. Quels sont les secteurs de demain où on peut vraiment essayer de former ou d'essayer d'emmener nos jeunes pour qu'ils soient pas, qu'ils ne font pas des études pour aller après essayer de vivre en Europe ou aux États-Unis. Quels sont les secteurs clés d'après toi pour les 5-10 prochaines années? Ok, je vais vous répondre, mais d'abord je vais rebondir sur ce que Madame Ouidel a dit. Alors, il y avait un effort fait par les startups. On a essayé en fait de faire soi-disant un lobbying, sorte d'association qui est Tunisian Startups. Et on a poussé en fait pour pouvoir donner notre vision à l'État, au gouvernement, ce que les startups ont besoin, etc. Comment peut-on booster l'entrepreneuriat? Et c'était super positif, la loi est passée, mais malheureusement, maintenant, il y a eu, je pense, plus qu'une année, rien n'était appliqué, sauf la CNSS. Alors maintenant, c'est tellement pénible en fait d'acheter des composants de l'international, etc. Même si sur le cadre juridique, en fait, tout est bon, tout est super beau, mais sur un plan pratique, en fait, il n'y a absolument rien, disons, ou presque rien. Alors, c'est pour ça, madame, que c'est tellement difficile pour nous en tant qu'entrepreneurs qui on est en train de faire la guerre pour qu'on puisse survivre littéralement. C'est tellement difficile pour nous de s'impliquer beaucoup dans la politique, disons. Bien évidemment, on sera là, on va essayer de donner, en fait, d'expliciter ce qu'on ressent, les challenges qu'on est en train de faire face chaque jour. Mais lorsqu'on voit que la loi, en fait, plus qu'une année maintenant, et elle n'est pas bien appliquée, c'est un peu pour nous, c'est une déception, quoi. Alors, par rapport à la question, quel est l'avenir potentiel des jeunes? Je n'ai pas la réponse, mais... Non, pas les jeunes, les secteurs clés, d'après toi, oui. Quels sont les secteurs clés de demain dans la zone méditerranéenne? Oui, à mon avis, en fait, les secteurs clés seront les secteurs qui vont être orientés sur tout ce qui est haute valeur ajoutée. La haute technologie, la technologie de précision, la maîtrise de la chaîne de valeur, de A à Z, etc. Tout ce qui va donner une haute valeur ajoutée, ça sera, je pense, l'économie du futur. Bien évidemment, par exemple, je vais vous donner un exemple, l'agriculture de précision, le fintech, la digitalisation, etc. Je pense que ces secteurs-là, l'immatériel en général, ça sera il y aura une forte valeur ajoutée dedans. Et je pense que ça sera l'avenir. C'est pas les grandes industries, c'est pas, je sais pas, à mon avis, hein, c'est pas le tourisme, peut-être ça sera l'agriculture, les technologies, le fintech, etc. C'est ça, je pense qu'on doit recadrer notre éducation et réorienter nos canons en fait économiques là-dessus. Il y a tellement d'opportunités à l'échelle mondiale et ça devient tellement facile en fait de pouvoir déployer la solution qu'on développe. Et on a, je pense, les expertises. Je vous donne un exemple. En fait, on a fabriqué, disons, la 5e version de notre produit et on a eu l'intérêt que ça soit super professionnel pour qu'on puisse sortir à l'international. Alors, on a demandé à une entreprise internationale spécialisée en fabrication hardware, en fait, un devis. Et c'était exorbitant. Et on a pu faire ça au 6e de prix, en fait, avec des compétences 100% tunisiennes, toute la chaîne de valeur tunisienne, à partir de la conception jusqu'à la fabrication, mass manufacturing, ici en Tunisie. Alors, je pense qu'on a les compétences nécessaires, en fait. Oui, on a les compétences nécessaires, en fait, pour maîtriser la chaîne de valeur innovation à forte valeur ajoutée. Et je pense que c'est l'avenir. En fait, ce n'est pas les grandes industries, à mon avis. L'Estonie, maintenant, elle est devenue en fait un pays avec un PIB qui est en train d'exploser grâce à la digitalisation. Même il y a le citoyen, le e-citoyen estonien. Moi ou vous, peu importe, en fait, on peut être un citoyen européen estonien.
le monde change en fait. Le monde change et je pense qu'on doit s'adapter et qu'on doit se focaliser sur les hautes valeurs ajoutées qui en demandent simplement un ordinateur peut-être et quelques bonnes cervelles, pas la mienne, je parle de tous les jeunes quoi. Et je pense que les opportunités elles sont là et c'est ça l'avenir, c'est ça l'avenir. Alexandre, Khaled vient de parler un petit peu de la digitalisation, etc. Moi, je reviens un petit peu à l'histoire entre le Nord et le Sud. Les années 70, les deux secteurs clés qui ont fait évoluer la Méditerranée, ou Nord-Sud, ou peut-être France-Tunisie, etc., c'était le tourisme et le textile. Et le textile, on a eu pendant des années un partenariat, plus de sous-traitance, c'est-à-dire l'Européen arrivait en Tunisie, cherchait un sous-traitant, après il a fini par acheter le tissu d'Asie, le sous-traiter en Tunisie, le réexporter en Europe. Et c'est probablement un modèle qui a réussi pendant un certain temps, mais il a fini par échouer et créer un vrai problème d'emploi. On a fini par perdre de l'emploi en Europe, on a perdu de l'emploi au sud de la Méditerranée, et tous ces emplois sont plutôt en Asie. Pour ne pas répéter ces erreurs, il ne faut pas répéter ces erreurs, qu'est-ce qu'on peut faire dans le monde du digital, ce monde nouveau? Les prochaines années seront faites de technologie, d'innovation. Aujourd'hui, aux États-Unis, SpaceX, les GAFA, etc., c'est la capitalisation, elle est beaucoup plus importante que le PIB français. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Comment créer une relation gagnant-gagnant entre le nord et le sud de la Méditerranée et très rapidement? Comment mettre en place quelque chose qui peut être gagnant-gagnant et dans quel secteur très rapidement? Alors, cette question, elle est extrêmement difficile à répondre, pour être tout à fait honnête. Alors d'abord, je vais juste vérifier. Vous m'entendez bien? Parce que je vais Oui. Très bien. C'est extrêmement difficile de répondre à cette question. D'abord, dire que le modèle du textile ou des années 70 a échoué, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Aujourd'hui, il y a quand même énormément d'emplois qui sont toujours créés en Tunisie et qui existent en Tunisie grâce à ce modèle. Ce modèle doit évoluer, soyons clairs, je ne dis pas qu'il faut le maintenir tel quel, mais il a quand même été très utile à la Tunisie. L'offshore a quand même créé beaucoup d'emplois, créé de la richesse en Tunisie. En Tunisie, il y a quand même 3 systèmes aujourd'hui qui existent. Vous avez le système public étatique, vous avez le système formel et le système informel. Et dans le système formel, l'offshore est quand même une part importante. C'est malheureux de dire ça comme ça. Hein. Je vois Widet qui réagit, mais c'est la réalité. Bon, aujourd'hui, on le voit bien avec la crise du Covid. Qu'est-ce qui se passe? Ces crises finalement épidémiques, quand on prend un petit peu l'histoire depuis 100 ans, c'est des accélérateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont en train de faire faillite, non pas parce que le Covid est présent, si, c'est une réalité. Bon, il y a des secteurs très particuliers comme le tourisme, l'aéronautique, c'est une conséquence directe. Mais d'autres secteurs qui sont en train de tomber parce que tout simplement, leur modèle économique ne correspond plus à la réalité. Et on est en train de passer l'ère du digital, de la numérisation. Le Covid a tout simplement fait accélérer ça de manière phénoménale. Et donc, aujourd'hui, cette transformation qui est en train de se passer sur le plan économique, il est absolument impossible, sincèrement, je ne suis pas capable de répondre, de vous dire qu'est-ce qui dans 20 ans va marcher, qu'est-ce qui sera encore présent dans 20 ans. Sincèrement, je n'ai pas cette réponse. Et je ne pense pas que beaucoup de gens puissent l'avoir aujourd'hui. On sait qu'il y a une numérisation. Alexandre, je vais donner un exemple simple pour être concret. Il y a une entreprise qui s'appelle Iris, celle de Khaled. Oui. Est-ce que l'avenir de la relation méditerranéenne, est-ce que Khaled pourrait aller chercher un partenaire, par exemple, au nord de la Méditerranée, avec ensemble, ils créent quelque chose pour exporter sur le monde entier? Est-ce qu'on peut imaginer un modèle où il y a un partenariat gagnant-gagnant? C'est pas comme, j'ai dit échouer le textile, pas exactement, mais je dis la finalité. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de marque tunisienne, on n'a pas de marque du sud de Méditerranée qui s'exporte dans le monde. Pourquoi ne pas avoir des marques ensemble, des marques du sud de la Méditerranée qui s'exportent dans le monde? C'est ça ma question. Alors, ok, je vais reprendre alors ma réponse. C'est extrêmement complexe d'abord de créer une marque mondiale.
Si on prend les grandes marques, on parlait des jeans, tu prends Levi's, après dans la nourriture Coca-Cola, etc. Derrière, il y a toute une culture, il y a tout un truc. Maintenant, on parle de l'agriculture. Vous prenez la Deglet Nour, c'est quand même une marque tunisienne sur la Deglet Nour. Et c'est là où peut-être on revient à la notion d'identité. Une marque, une identité, c'est quelque chose d'important. Ce n'est pas de marques qui partent de rien. Nike, par exemple, n'a aucune usine aux États-Unis, mais quand même, ça reste les États-Unis lorsqu'on parle de Nike. Donc ça c'est un point important. L'aspect, pour le coup, je reviens un petit peu, je vais peut-être un peu dire le contraire de ce que je viens de dire, mais aujourd'hui, justement, la numérisation permet de travailler avec n'importe qui. Aujourd'hui, Khaled, il peut aller en Ukraine, aux États-Unis, ou en Bolivie, enfin peut-être pas la Bolivie, c'est compliqué en ce moment, on va dire le Brésil, sans aucun problème. Sans aucun problème. Donc, fondamentalement, moi, je pense que c'est ça qui risque de changer dans les années à venir, c'est que finalement, la notion de la territorialité des échanges va peut-être disparaître du fait de la numérisation des échanges. Je ne sais pas si je suis très clair. Oui, tout à fait, tout à fait. Et à mon avis, c'est ça le point. Et lorsqu'on est dans des échanges comme ça, je reviens quand même à cette notion d'identité. Alors cette identité, elle peut être tunisienne, elle peut être... C'est pas parce qu'on est citoyen du monde. Moi, je suis citoyen du monde. Hein. Je passe ma vie dans les avions. Et je suis entre l'Asie, les États-Unis, l'Afrique, le Moyen-Orient. Je suis citoyen du monde, mais j'ai une identité. Et cette identité-là, c'est quelque chose aussi qu'on voit. Lorsque vous allez, par exemple, aux États-Unis, eh ben, l'identité méditerranéenne, au sens large, c'est très vendable. Donc, je pense qu'aujourd'hui, cette notion presque de nord-sud peut tendre à disparaître. Mais je crains personnellement qu'il y ait aussi, et c'est ce qui se passe d'ailleurs en Europe, qu'on va avoir affaire à deux populations. C'est-à-dire une population connectée, une population moderne, ouverte sur le monde, et une autre population, pour le coup, qui risque d'être déconnectée. C'est un peu l'illettrisme qu'on avait au niveau du XXe siècle, au début du XXe siècle. Il y avait ceux qui savaient lire et ceux qui ne savaient pas lire. Et je crains qu'aujourd'hui, on ait une fracture digitale. Et ça va être extrêmement... Enfin, je pense que pour la Tunisie, c'est quelque chose qui va être très sensible. Parce qu'il y a quand même des écarts qui sont énormes à ce niveau-là. D'un côté, on a vraiment une élite digitale. Et quand je dis élite, c'est au sens mondial. Hein. Il y a des gens qui sont très forts. Il y a des choses qui se font en Tunisie. Moi, j'ai visité il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était à la Technopole de Sousse, si je ne dis pas de bêtises, une société qui faisait, pour le ministère de l'Intérieur aux Émirats Arabes Unis, des systèmes de cartes d'identité, de passeport, etc., qui n'est même pas fait pour la Tunisie. C'est-à-dire ce sont vraiment des trucs top niveau qui sont vendus à l'étranger, qui malheureusement ne sont pas appliqués en Tunisie, ce qui est vraiment regrettable, parce que la Tunisie devrait être le premier marché. La commande publique tunisienne, on parlait tout à l'heure, Ferid parlait justement de l'État qui devrait faire son rôle. L'État devrait jouer son rôle avec les startups en faisant des commandes d'État, en leur commandant leur nouveauté pour les aider à créer, pour les aider dans l'innovation, pour se développer. L'État s'il ne fait pas son boulot, et là j'adresse ma question à Thomas. Si l'État, Konrad Adenauer travaille énormément avec les jeunes, avec la société civile, si l'État ne fait pas son boulot, est-ce que vous pensez, Thomas, qu'on peut quand même continuer à évoluer, à avancer, à créer des entreprises, à exporter? Est-ce que vous pensez que les jeunes peuvent changer la donne sans l'État? Et tout d'abord, je pense que c'était intéressant de souligner le partenariat gagnant-gagnant, donc surtout pour les jeunes entrepreneurs. Ça, c'est quelque chose de très intéressant de voir comment créer des joint ventures aussi entre les start-upers ici dans la sous-région et ceux de l'Europe, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on analyse aussi, et on a aussi des publications sur des possibilités pour la création des joint ventures, mais aussi pour des business angels et comment investir dans la sous-région avec des jeunes entrepreneurs de la sous-région. Mais pour moi, c'est toujours important de voir toute la sous-région et d'analyser la situation économique, on peut dire, de la Méditerranée du Sud. Et je vois que, par exemple, selon la Banque africaine de développement en 2019, l'Afrique du Nord était pour la 2e année consécutive la région la plus dynamique en Afrique. Ça, c'est aussi déjà quelque chose de très, très intéressant, je pense. Il y a un dynamisme ici dans la sous-région. Même si on ne peut pas comparer les pays comme, par exemple, la Libye avec le Maroc, c'est clair.
mais regardant la sous-région, il y a un dynamisme qui est aussi, je pense, important pour l'Europe à regarder et à analyser, parce que la région de l'Afrique du Nord peut jouer un rôle comme un pont entre aussi l'Afrique subsaharienne et bien sûr l'Europe centrale, avec les différents axes par rapport à l'économie, la culture et aussi le dialogue politique. On a aussi, je pense, quelque chose d'intéressant dans la région, ce qui est des secteurs tertiaires qui sont énormément robustes et facilement digitalisables. Et ça, c'est quelque chose qu'on regarde toujours dans le contexte de la numérisation. Il y a à la même temps une importante diaspora de la région vivant en Europe. Et si je le regarde et observe bien, il y a toujours aussi l'engagement de s'investir davantage aussi au sud, pas uniquement à travers des transferts de fonds, mais de nouveau, pourquoi pas avec des joint ventures, par exemple. Et le dernier point, ce qui est important aussi par rapport à la jeunesse, mais pas seulement, et la mobilité, les dynamiques qui sont là, la volonté d'une jeune génération avec une très bonne éducation qui est prête de aussi s'établir avec des nouvelles idées au nord de la Méditerranée. Donc, pour nous, c'est toujours important de soutenir aussi des initiatives de la société et de la jeunesse qui voulaient établir quelque chose sans l'aide de l'État. Donc, c'est toujours l'initiative, la responsabilité de réaliser quelque chose eux-mêmes et voilà, de soutenir des jeunes entrepreneurs dans le voie d'établir aussi des entreprises. Et lorsqu'on parle de soutenir les chefs d'entreprise, la Banque mondiale, elle soutient en direct les entrepreneurs à travers la BERT. Et là, ma question à Sifelid, le soutien, il est là, il est réel, mais d'après beaucoup de chefs d'entreprise, ils n'entendent pas beaucoup parler de la BERT. Ils n'entendent pas beaucoup. C'est-à-dire qu'elle est là, mais on dirait qu'elle elle traite seulement une partie, alors que les régions, lorsqu'on parle un petit peu de difficultés économiques dans des pays du Sud, on parle surtout des régions lointaines. Comment faire pour apporter un petit peu plus de communication à ce genre d'institutions? Oui, écoutez, deux choses. D'abord, notre engagement avec les entreprises se fait à travers l'une des branches du groupe de la Banque mondiale, c'est la Société financière internationale, la SFI. Et là, effectivement, il y a un travail que nous faisons. Hein. La SFI est très engagée à travers la région, peut-être pas autant qu'elle devrait en Tunisie, mais là, on retombe dans ce dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire l'environnement des affaires. C'est-à-dire... la SFI va venir pour voir si effectivement il y a lieu d'investir dans un environnement où la prévisibilité n'est pas nécessairement au rendez-vous, où la bureaucratie est extrêmement lourde. Alors nous essayons avec la SFI de travailler sur cet environnement des affaires. Vous savez, nous avons ces indicateurs de doing business qui font beaucoup de bruit à chaque fois qu'ils sont publiés. C'est important, ce sont des indicateurs qui permettent de positionner les pays sur une échelle mondiale. Et là, effectivement, quand on voit les performances de la Tunisie, elles ne sont pas brillantes, hein, elles ont été en décroissance depuis quelques années. Laissez-moi vous donner deux exemples du pourquoi nous pensons que, pour revenir à ma rengaine, que l'État doit faire mieux son travail et ne pas avoir des smoke screens, comment on appelle ça, des écrans de fumée. Hein. Il y a eu un grand ramdam fait il y a quelques années sur l'adoption du code de l'investissement. Lorsqu'on parle aux entrepreneurs, ceux qui véritablement sont engagés, hein, ils vous disent que soit ils ne sont pas au courant, soit que ça ne les intéresse pas.
Et lorsque vous regardez tous les pays de l'OCDE, il n'y en a pas un seul qui est un code de l'investissement. C'est un dinosaure des années 70, ce type de choses. Ça a pris des années à finalement sortir, et finalement, ça ne fait aucune différence. Et l'État sort pour dire, voilà, nous avons aujourd'hui un cadre juridique qui permet au secteur privé de venir et d'investir en Tunisie, alors qu'en fait, ça ne fait aucune différence. Ce qui fait une différence, par contre, c'est ce que disait Ouida tout à l'heure. C'est-à-dire aller dans les détails. Lorsque vous faites un guichet unique, par exemple, il ne s'agit pas d'avoir simplement un guichet unique. Il faut que ce qu'il y a derrière le guichet unique soit unique aussi. Et que le guichet unique ne soit pas simplement une fenêtre qui s'ouvre sur la multiplicité des bureaucraties qui chacune doit donner son aval, etc. Donc il y a à ce niveau-là quelque chose à faire. J'aimerais bien à la fois faire un commentaire et revenir et poser une question à Khaled Bouchoucha, qui a tout à l'heure parlé, j'imagine, du Startup Act. J'ai toujours eu personnellement comme sentiment que dans des industries qui sont aussi rapides à l'évolution, hein, qui sont aussi adaptables non seulement à l'évolution de la technologie, mais aussi à l'évolution de la demande, avoir un cadre juridique est quelque chose de trop rigide. Et qu'en réalité, le Startup Act, c'est un cadre qui est beaucoup plus contraignant qu'un cadre qui permet véritablement aux entreprises de aller vers leur élan à la conquête, à la création, à la conquête des marchés. J'aurais plutôt vu des textes réglementaires extrêmement souples qui permettent effectivement de s'adapter selon comment les choses vont. Et puis j'ai entendu dire tout à l'heure que cette loi n'était pas nécessairement très appliquée comme il faudrait. Alors si en plus elle n'est pas appliquée comme il faut, donc en fait on est dans une situation assez problématique. Donc là encore, il y a un travail à faire. Troisième point, et je finirai là, il y a quelques semaines, j'avais été invité par les collègues de l'ATUJ qui ont discuté de l'évolution des chaînes de valeur à la lumière du Covid, et est-ce que ce serait une opportunité pour certaines régions du monde qui verraient en fait le barycentre des investissements sortir de l'Asie de l'Est et venir plutôt vers, disons, la Méditerranée. Et là, c'est vrai qu'on se nourrit très souvent de beaucoup d'illusions. Vous savez, pour que l'Asie de l'Est soit devenue ce qu'elle est, il y a eu, encore une fois, la formation et l'éducation. Il y a un énorme effort fait sur la logistique. Lorsque vous voyez les 10 premiers ports du monde, 9 des 10 premiers ports du monde sont en Asie de l'Est. 8 sont chinois, 1 est coréen. Le 10e, le 9e, c'est Rotterdam. Bon, et puis ensuite, vous avez encore une liste de ports qui sont là-bas avec des performances logistiques qui sont au-delà de ce que nous pouvons faire aujourd'hui en Tunisie. Moi, je regarde l'un des ports les plus performants de la Méditerranée, Tanger-Med, qui est une réalisation fantastique. Eh bien, c'est le 47e port au monde. Donc, vous voyez le gap qui existe, non seulement en termes de ce digital divide dont parlait Alexandre, mais aussi en termes de logistique, en termes de capacité pour cette région de la Méditerranée de jouer pleinement son rôle de pôle économique complémentaire et qui puisse faire des choses. Ceci étant, il y a quand même des endroits où il y a des lumières, des étincelles d'espoir. Même si ce sont des entreprises qui sont étatiques, moi je parlerai de l'OCP au Maroc, l'Office. L'organisme chérifien des phosphates. L'OCP en 2007, et à l'époque j'étais responsable de la Banque mondiale au Maroc. Et je me souviens que l'OCP en 2007 était plus ou moins équivalent à ce qu'était à l'époque des phosphates. Aujourd'hui, l'OCP est un produit à l'international
qui est en compétition constante avec les plus grandes entreprises privées et publiques dans leur domaine, c'est-à-dire des fertilisants, etc. L'Afrique, aujourd'hui, est un domaine qui est envahi, mais positivement, par l'OCP. Et cela s'est fait parce qu'il y a eu une volonté politique et parce qu'il y a eu des neurones. Il y a un ami, Mostra Tarab, qui était à la Banque mondiale aussi, qui a pris les rênes de l'OCP en 2007 et qui, en 10 ans, en a fait ce que l'Office est aujourd'hui. Je dis ça non pas pour dire qu'ils sont bons et ne sont pas bons, c'est simplement pour dire qu'il y a l'espoir, que lorsque vous avez des gens qui ont cette capacité d'innovation, qui ont cette capacité d'apporter quelque chose de nouveau et qui ont le backing politique, il peut se faire des choses extraordinaires. Même s'il s'agit, encore une fois, d'une entreprise publique. Et Dieu sait, et ceux qui me connaissent le savent, je suis rétif à tout ce qui est entreprise publique. Mais bon, à ce niveau-là, quand ça marche, c'est très bien. Et nous ne sommes pas des ayatollahs de la privatisation. Quand ça marche, je n'ai pas de problème. Le problème, c'est que ça marche très rarement. Quand ça marche, c'est très bon de dire. Donc je pense qu'il y a l'espoir. Mais cet espoir est là s'il y a la volonté politique, s'il y a la capacité d'innovation et s'il y a cette énergie très forte dont je pense qu'elle est portée par cette jeunesse méditerranéenne de laquelle nous sommes en train de parler aujourd'hui. Si Félide, sincèrement, même si on voit très bien que beaucoup d'entreprises au Maroc évoluent d'une façon extraordinaire, c'est des grosses entreprises comme l'Office chérifien du phosphate, mais je trouve aussi, ça c'est leur force, c'est notre force en Tunisie, aussi c'est ces PME qui sont créateurs, qui sont innovateurs, et d'ailleurs même les Européens le disent, même au niveau international, ils pensent que la Tunisie a les ressources humaines pour bâtir l'économie de demain. L'économie de demain qui peut être une économie, bien sûr, ouverte dans le monde, comme le dit si bien Khaled. Khaled, je te pose une question un petit peu. J'ai eu un débat avec un ami, chef d'entreprise, qui est parti, il était en Tunisie avant la Révolution. Et avant la Révolution, il me disait, personne ne pensait un jour quitter la Tunisie. Et après la Révolution, on s'attendait à vraiment cette évolution et cette croissance qui ne vient pas. Donc beaucoup de chefs d'entreprise et beaucoup de gens de qualité quittent la Tunisie. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'il vaut mieux continuer à se battre ou, comme l'a fait le monsieur, il est parti en courant parce qu'il n'avait pas de solution? Ok. Alors, d'après ce que j'ai vu, en fait, après la Révolution, entre 2011-12, il y a une vague d'entrepreneuriat. Les startups, en fait, commencent à devenir une réalité, en fait, sur le marché tunisien, soi-disant. Et j'ai remarqué qu'il y avait un retour de beaucoup, en fait, de diaspora, d'experts, dont j'avais beaucoup de mentors, en fait, qui ont eu l'espoir que la Tunisie sera meilleur, etc. Et que c'est une terre propice maintenant pour l'innovation, l'entrepreneuriat. Mais malheureusement, à partir de 2014-2015, la majorité d'entre eux, ils ont quitté le pays encore une fois, et c'est malheureux. Alors, je pense réellement que maintenant, on a fait beaucoup de progrès côté entrepreneuriat. La loi Startup Act, c'est une loi exceptionnelle, excellente, reste à l'appliquer. Ce n'est pas une loi qui est en train de contrarier l'entrepreneur, non, pas du tout. Mais malheureusement, ce n'est pas encore bien appliqué. Et je pense que c'est toujours le cas et le problème, en fait, l'application. On met énormément d'efforts pour élaborer des lois magnifiques, mais lors de l'application, c'est une autre histoire, parce que souvent, c'est l'administration qui va appliquer cette loi, et souvent, c'est l'élément contrariant. Alors, je pense qu'il y a plein de jeunes maintenant, malheureusement, qui sont en train de quitter le pays. Tout simplement, c'est un indicateur clé. En tant qu'ingénieur, moi je suis ingénieur de formation,
Je comprends si un de nos ingénieurs en fait nous quitte parce qu'on ne pourra pas en fait assurer le même niveau de vie, même si on l'assure en fait tout l'environnement social et économique, il n'inspire pas sécurité, il n'inspire pas avenir. Alors malheureusement, la majorité d'esprits brillants sont en train de quitter le pays, et je pense, si en fait il y aura des mesures de confiance, de rebâtir la confiance avec la jeunesse, de rebâtir la confiance et d'établir un environnement en fait social, économique sain, je pense que la majorité d'entre nous, jeunes qui sont déjà installés ailleurs, vont revenir à la Tunisie pour participer à rebâtir le pays et la relance économique véritable du pays. C'est ça en fait, comme je vous ai dit, en fait, nous jeunes, on est super pragmatiques. Là où on trouve les moyens de vivre, là où on trouve en fait ce qu'on cherche, nos objectifs, on y est en fait. C'est ça, faut pas trop compliquer la chose. Il faut rendre la Tunisie attractive encore. Et si la Tunisie elle n'est pas attractive pour ces jeunes, comment peut-on convaincre un investisseur pour venir en fait et investir en Tunisie? C'est quasi impossible. Alors, je pense qu'on doit retravailler, revoir notre politique interne, en fait. D'abord, pour pouvoir attirer les jeunes, puis on pourra penser à attirer des investisseurs. Moi, j'ai passé, en fait, de 6 mois pour pouvoir clôturer un deal avec un investisseur étranger, rien que pour qu'il puisse, en fait, injecter un peu d'argent dans notre entreprise. Ça a pris énormément de temps, énormément d'efforts. La législation tunisienne, la législation américaine, en fait, c'est deux choses radicalement opposées. Alors, pas opposées, mais super différentes. Alors, on a passé énormément de temps, en fait, pour trouver le juste milieu pour qu'un investisseur étranger puisse investir dans une start-up tunisienne. Et ça, c'est un problème bloquant, en fait. Alors, de un, je pense qu'on doit retravailler la culture dès le jeune âge, en fait. De nos enfants, en fait, l'éducation. De deux, en fait, on doit retravailler la stratégie sociale, économique, etc. Et trois, le troisième milestone sera penser à être attractif aux investisseurs à l'échelle internationale. Ouidet, qu'est-ce que on peut dire à Khaled, parce que vous étiez ex-président de l'UTICA. Et je reste chef d'entreprise quand même. Hein. Et vous êtes chef d'entreprise. Non, mais c'est important aujourd'hui. Les gens oublient parfois, mais je reste toujours entreprise. Oui, toujours. Heureusement d'ailleurs. Ouais, Il vaut mieux créer son entreprise et essayer de travailler dans le monde de l'entreprise que dans le monde politique, au moins en Tunisie. Mais en tant que chef d'entreprise et en tant que ex-président de l'UTICA, qu'est-ce qu'on peut répondre à Khaled et vous faites partie aussi d'une famille d'entrepreneurs. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Khaled, vous qui avez réussi dans des conditions aussi difficiles, qu'est-ce qu'on peut répondre? Comment lui donner de l'espoir pour qu'il continue et cette génération continue à créer de la valeur en Tunisie? Tout d'abord, il faut la persévérance, parce que moi, je comprends très bien Khaled et bien sûr les autres jeunes. Mais il ne faut pas changer un monde tout en étant loin de ce monde-là. Donc, il faut que vous soyez présents sur place, vous participez à ce changement. Parce que sinon, on va faire les choses sans vous, et après, vous allez venir pour dire on n'est pas d'accord, c'est pas correct, etc. Donc, le plus important, moi, je pense qu'il faut que vous soyez impliqués. Donc, c'est la politique économique, c'est pas la politique juste pour faire de la politique, mais surtout toutes les orientations économiques du pays. Les jeunes ont beaucoup de capacités. On l'a découvert plus chez nous en Tunisie, surtout lors de cette pandémie, où on a vu que les jeunes sont connectés. Donc la majorité des jeunes qui étaient connectés sur Internet, qui partageaient leur histoire, leurs idées, leurs projets, leurs réflexions. Et il y a sûrement il y a beaucoup de projets, d'initiatives qui ont bien sûr ils sont arrivés à créer des projets, mais aussi il faut qu'on s'inspire. Malheureusement, ce qui me fait mal aujourd'hui en Tunisie, c'est qu'on n'est pas c'est qu'on ignore parfois la réussite.
Donc, il faut aujourd'hui être fier d'avoir réussi, d'être fier d'avoir pris le risque de créer une entreprise, d'être fier aussi d'entreprendre et d'avoir des reins solides pour continuer. Sinon, parce qu'on ne peut pas être chef d'entreprise et s'arrêter au premier obstacle. Tout le long du processus de la création d'une entreprise, l'idée, lorsqu'on a l'idée de créer une entreprise, il faut toujours être préparé à avoir vraiment un chemin épineux, que ce soit vis-à-vis de l'administration, de la concurrence, de tout. Donc, il faut qu'on soit préparé, il faut, je dis bien, avoir des reins solides pour pouvoir continuer. C'est ça le chef d'entreprise. Si tout était facile, on ne saura pas un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui a le courage d'entreprendre ou qui a le courage aussi d'investir. C'est bien aussi pour gagner d'argent, mais aussi pour étendre ses activités, pour travailler à l'international. Aujourd'hui, il y a donc des projets qui aboutissent et malheureusement, on n'est pas en train de les mettre en valeur. Aujourd'hui, ce que je sens en Tunisie, on est un peu contre la réussite. C'est quelqu'un qui a réussi, c'est toujours, il y a des slogans, il a volé, peut-être qu'il a été poussé, peut-être qu'il a hérité, mais on ne met pas en valeur. C'est ça ce qui reste peut-être un handicap pour les jeunes et qui ça ne motive pas. Au contraire, allez-y, libérez vos énergies, mettez en exergue vos réussites, ce que vous êtes en train de faire, montrez aux gens, aussi bien aux politiques qu'aux autres personnes, que vous êtes capable, que vous assumez vos responsabilités et que vous êtes aussi, bien sûr, prêts à aller au-devant et aussi être là pour vraiment dire clairement à ceux qui vous gouvernent que votre code d'investissement n'est pas fait pour nous. Moi, lorsque je le dis en toute vraiment, avec beaucoup d'amertume, j'ai échoué à le faire. Lorsqu'on a négocié donc, le code des investissements, j'ai dit mettez sur une seule page tout ce qui est interdit et laissez-nous agir tout seuls. Ils n'ont pas accepté. Dites-nous quels sont les secteurs. Il y a 3 ou 4 secteurs qui seront réservés à l'État et laissez les chefs d'entreprise agir. Bien sûr, il va y avoir des lois, il va y avoir un contrôle, mais laissez-nous. Non, c'est ça le grand handicap dont vous parlez tout à l'heure. C'est bien d'avoir une très belle loi, mais si lorsqu'on va l'appliquer, il va y avoir des obstacles, ça ne sert absolument à rien. Autant ne pas avoir. C'est mieux que d'avoir quelque chose de bien. Et sur le plan pratique, on reste toujours au même niveau. Et puis, je dirais aussi cet esprit, donc il faut que vous soyez, vous, jeunes, plus dynamiques comme vous l'étiez, donc lors de cette pandémie, vous avez été capable de créer de vos projets, d'offrir des services, ce service de proximité, d'être plus présent, de répondre à nos attentes, d'être plus réactif. Ça, il faut aussi continuer à le faire, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas la priorité des politiciens. Aujourd'hui, en Tunisie, on est en train de se battre sur le régime parlementaire, on est en train de parler de tout, sauf ce qui est bon pour nous sur le plan économique. Donc c'est avec vous et par vous que le changement sera fait. Et aussi, peut-être qu'il y a, si j'ai vraiment j'ai une suggestion à faire, c'est il faut qu'on revoie un petit peu notre système éducatif, parce que dans les régions de la MENA, on a beaucoup investi, c'est vrai, lorsqu'on voit un petit peu sur le papier, les États ont beaucoup mis d'argent pour l'éducation, mais au fait, quel est le résultat? Eh bien, il y a certains métiers, certaines filières qui n'ont pas été privilégiées, où on trouve dans certaines régions tout ce qui est sciences, technologie, ingénierie, mathématiques, qui sont complètement ignorées par les jeunes, ou qui sont pas, les filières qui ne sont pas fréquentées par les jeunes. Donc il y a un travail à faire pour qu'aujourd'hui, malheureusement, avec tout mes respects pour toutes les autres filières sociales et autres, aujourd'hui, il y a un travail à faire pour le changement des programmes éducatifs, pour aussi penser à la formation. Aujourd'hui, nous avons des centres de formation qui ne sont pas adaptés à l'évolution actuelle. Il y a des centres de formation dans certaines régions qui sont vides. Il n'y a aucun élève. Même le matériel est obsolète. Donc, il ne passe pas un matériel qui est adapté à la nouvelle technologie. Donc, aujourd'hui, moi, je pense que c'est les décideurs et avec vous, les jeunes, il faut agir dans ce sens et faire de cette technologie, les services de proximité, tout ce qui est bio, tout ce qui est énergie renouvelable, des secteurs innovants et bien pour la Tunisie et pour la région. Alexandre, merci Wided. Alexandre, en tant que chef d'entreprise et entrepreneur méditerranéen, quel est le conseil que tu peux donner à ces jeunes qui commencent avec une énergie extraordinaire et que peut-être il y a des moments où ça se passe mal ou ça se passe moins bien
qu'est-ce que vous pouvez leur dire en tant que quelqu'un d'expérimenté qui a vécu les bons et les mauvais moments? Moi, j'ai créé 5 entreprises dans ma vie. Et d'abord, n'attendez aucun cadeau de personne. Première chose, faut pas rêver. L'État est pas là pour vous aider dans l'absolu. Vos associés, un jour ou l'autre, vous aurez peut-être des problèmes avec. Les clients, des fois, ils vous paieront pas. Donc voilà, je m'excuse d'être un peu dur comme ça, mais ça, c'est la réalité du business. Mais par contre, persévérer, c'est ce qu'a dit Wided. Il faut pas lâcher. Lorsqu'on est sur quelque chose, qu'on y croit, qu'on sait que c'est bon, il faut pas lâcher. Et en tant que chef d'entreprise, 50% de votre temps, ça sera régler des problèmes. Voilà, ça, il faut en être conscient. C'est très frustrant, c'est extrêmement frustrant. Parce qu'après, là, je suis en train de parler de ça, mais après, quand vous grandissez, vous avez des problèmes de personnel. Wided a bien connu ça avec les négociations UGTT, mais quand vous avez après un syndicat dans votre entreprise ou une grève ou un truc, croyez-moi, c'est un stress. Moi, je peux vous parler de nuits où j'ai pas dormi parce que la douane qui m'avait autorisé l'importation d'une marchandise que je devais reconditionner pour l'Afrique, tout d'un coup a décidé d'arrêter les containers. J'avais 47 containers en mer qui venaient en Tunisie. J'ai pas dormi pendant 3 semaines parce que je devais des millions d'euros de pénalités si ça rentrait pas. Donc c'est ça être chef d'entreprise. Vous voyez, être chef d'entreprise, les gens ils rêvent, ils voient la télé, ils voient les belles voitures, les machins et tout ça. Je vous souhaite, ça arrivera sûrement un jour si vous travaillez. Mais être chef d'entreprise, c'est travailler et persévérer. Voilà, c'est les seuls conseils que je peux vous donner. Merci. Bon Alors, c'est sûr. Thomas, alors, Conrad, en 2011, je suppose que vous étiez super content de pouvoir travailler d'une façon plus professionnelle et d'une façon plus intéressante parce que depuis 2011, vous êtes libre un petit peu. Est-ce que 10 ans après, à peu près, 10 ans après, vous êtes dans les mêmes conditions, c'est-à-dire vous continuez, vous êtes positif ou non, pas du tout, vous êtes plutôt, vous vous dites non, ça se passe mal et puis tout, peut-être les moyens qu'on a mis, les formations, l'éducation, ça n'a pas servi à grand-chose et on va changer complètement de stratégie. Nous sommes toujours positifs et optimistes, donc on va bien sûr continuer notre programme pour la jeunesse de la sous-région pour les offrir des renforcements de capacités et des échanges, des visites avec des acteurs de l'Europe. Ça, c'est toujours clair. Et on va même intensifier nos activités par rapport aux jeunes entrepreneurs pour aussi créer un réseau sous-régional pour les jeunes entrepreneurs de se visiter, de se rencontrer dans l'espace méditerranéen. Et pour les soutenir dans la démarche de créer à la fin une entreprise ou une start-up qui idéalement aussi donne l'occasion pour créer l'emploi pour la jeunesse aussi dans la région. Merci Thomas. Et bien sûr, le dernier mot, comme Sifelid, là, vous allez terminer le panel et notre débat qui était tellement intéressant. J'aimerais bien continuer encore 1 heure, mais là, on est 4h30. Sifelid, je ne pose pas la question aux Tunisiens, mais plutôt au vice-président de la Banque mondiale. Si vous devez décider aujourd'hui d'investir en Tunisie, est-ce que vous le ferez? Bon, puisque vous vous adressez à l'institution, d'une certaine manière. Oui, je parle par rapport à... Bien sûr. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, il y a deux mois de cela, nous avons injecté 175 millions de dollars dans le budget tunisien. Nous avons un portefeuille important en Tunisie que nous avons restructuré et revu de façon à le rendre encore plus efficace, parce qu'il y a un certain nombre de projets qui étaient en sommeil, j'allais dire, et c'était dommage, parce que c'est de grosses sommes, environ 400 millions de dollars, qui n'allaient nulle part. Donc en fait, on est en train de travailler pour faire en sorte que tous les financements que nous avons mis à la disposition du peuple tunisien, que ces financements soient gérés de manière efficace. Donc là, effectivement, nous investissons, nous croyons, bien entendu, en ce pays qui a été historiquement un partenaire extrêmement
fort de la Banque mondiale. Hein. Je ne vais pas aller sur les différentes étapes, mais nous avons une histoire forte avec la Tunisie. Ce que nous continuerons de faire aussi, c'est de pousser pour les réformes économiques et sociales. Ce qui a mené là où nous en sommes aujourd'hui en Tunisie, ce sont des années de ne pas avoir écouté, pas seulement la Banque mondiale, mais d'autres, qui disaient que le modèle économique tunisien était un modèle qui de plus en plus devenait déséquilibré. C'est un modèle où de plus en plus, les questions de gouvernance et de transparence n'étaient plus considérées comme étant des fondamentaux. Hein. Sur les années fin 90 et les années 2000, jusqu'à 2010, en fait, il y a eu corruption, il y a eu détournement de la chose publique qui a fait que nous en sommes arrivés là où nous en sommes arrivés. Depuis 2010 ou 2011, il y a eu clairement une dynamique politique qui aujourd'hui nous mène vers là où nous sommes. Donc pour nous, investissement absolument, mais aussi investissement dans le conseil, dans pousser en fait les acteurs politiques à faire les réformes qui sont nécessaires, parce que franchement il n'y a pas le choix. Tout à l'heure j'ai parlé du PIB tunisien qui est à 37 milliards aujourd'hui. À travers tous les pays du monde, les PIB généralement sont toujours en croissance. Malheureusement en Tunisie, sur les quelques 7, 8, 9 dernières années, notre PIB est allé en décroissance. C'est une décroissance assez spectaculaire. Lorsque vous voyez aujourd'hui les chiffres en termes de chômage, en termes de déficit, en termes de dette, en termes d'inefficacité de l'État, c'est énorme. Donc il y a véritablement urgence à faire avancer les choses. Bien entendu, et malheureusement, tout ce qu'on écoute, moi je suis à Washington aujourd'hui, donc je suis encore une fois loin, mais tout ce que j'entends des débats en Tunisie, ce sont des débats de politique politicienne. Et ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, le sujet est différent. Aujourd'hui, le sujet est un sujet économique par essence et social, bien entendu. Et ce sont des sujets qui doivent être véritablement pris à bras le corps et ne pas faire dans la tergiversation. Ça fait des années qu'on dit, aujourd'hui, c'est la dernière chance. Regardez où nous en sommes, nous n'avons plus le choix. Bon, ça fait des années qu'on n'a pas le choix et des années qu'en fait, on choisit d'avoir le choix de ne rien faire. Et je pense qu'il y a là, que c'est dommage. Je finirai par la chose suivante. Il faut qu'on se mette, là je suis désolé d'être brutal, mais c'est la réalité. Pour ce qui concerne la Tunisie, il n'y aura pas, le 5e de cavalerie ne viendra pas sauver le pays. Le pays se sauvera de lui-même ou coulera. Et il faut le dire de façon très claire. Je le dis à chaque fois que j'ai des réunions avec des responsables tunisiens à tous les niveaux, c'est le message que je porte. Il ne faut pas penser que quelqu'un va venir de je ne sais où tout faire du bailing out. Ça ne marchera pas comme ça. Il faut que le pays se prenne en charge et que les politiques prennent en charge leurs responsabilités. Ils doivent répondre de cela par rapport à leurs citoyens et par rapport surtout à cette jeunesse qui aujourd'hui attend qu'on l'aide à éclore et à faire plus que ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui. Donc, nous sommes là, nous continuerons d'investir, mais nous essaierons aussi de faire avancer la bonne parole. Et encore une fois, merci, ça a été un plaisir d'être avec vous et d'échanger avec tous les amis autour de la table. Merci pour votre confiance. Ça s'est passé tellement vite. C'était très, très intéressant. Et je souhaite aussi aux finalistes bonne chance. Et à très bientôt. Merci à tous. Merci. Merci. Merci beaucoup à tous les panélistes. C'était super intéressant, je vous rejoins totalement. Merci de votre temps, merci d'avoir été aussi direct, aussi clair, aussi pragmatique, aussi pertinent. Parce que quand on dit les choses, on peut vraiment les changer. Donc moi, je reviens un petit peu en rappel à ce qu'a dit Madame Ouidad Bouchamé, et qu'il faut être engagé si on veut être une partie du changement pour ne pas venir derrière et dire qu'est-ce qui s'est passé en notre absence. On est totalement d'accord pour faire partie de ce changement-là et être présent pour ça. Merci beaucoup, Monsieur Farid Belhaj, d'être, vous l'avez dit, très brutal, mais c'est nécessaire de se dire la vérité et de se regarder dans une glace pour pouvoir aussi
avancer, il y a urgence, on le sent tous, et tout le monde doit être mis devant ses responsabilités. Les jeunes aussi ils doivent savoir où ils doivent aller. Khaled Bouchoucha, merci beaucoup aussi d'avoir été parmi nous, parce que c'est très important d'avoir votre avis, votre expérience, et aussi ce côté pragmatique que vous défendez tant, et qui est certainement derrière votre succès. Monsieur Thomas Folk, merci beaucoup de parler de relations win-win, d'être toujours derrière cette idée d'être directement derrière les opportunités. Et je rejoins Monsieur Rattle complètement quand il parle d'identité, comment c'est important de parler d'identité pour pouvoir justement la faire valoir, même si on va à la conquête du monde. Tout ça a été modéré, je rappelle, que le sujet était l'avenir économique de la région, quelle perspective pour les jeunes. Le sujet qui sera d'aujourd'hui et de demain a été modéré magistralement bien par M. Abdelaziz Darrouth, chairman d'Enactus Tunisie. Merci beaucoup pour la pertinence des questions. Merci pour tout ça. C'était un vrai moment d'apprentissage et de partage. Merci à vous pour votre présence. Je rappelle qu'on aura les résultats de la finale, bien sûr, la cérémonie des awards de la finale présented par Konrad Adenauer Stiftung dans quelques instants, dans quelques minutes, donc à 17h10 exactement. Donc soyez là, soyez au rendez-vous. Merci encore à tous les panélistes. Merci, M. Abdelaziz Darrouth. On revient vers vous. Restez là à Enactus Tunisia.